Nord Kivu, combat entre le M23 et Wazalendo dans plusieurs villages de Rutshuru. C'est 11 novembre 2024. Depuis les premières heures de ce lundi 11 novembre 2024, des violents combats ont éclaté entre le rebelle du M23 RDF et les résistants Wazalendo dans plusieurs villages du groupement Bukombo dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, plus principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements qui ont débuté aux alentours de 5h30 du matin étaient concentrés sur les axes Kuzimba, Mulimbi, Sissa, Mahulo, Bukombo Centre et Kavumu. Selon des sources locales citées par les confrères de volcanews.net, les tirs nourris résonnent depuis 5h30 du matin, poussant la population à un déplacement massif. Certaines sources signalent l'avancée de résistants Wazalendo dans les centres de Bukombo. Ces nouveaux affrontements interviennent alors qu'une importante délégation ministérielle de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola se réunit mardi dernier à Goma pour lancer officiellement les mécanismes de vérification ad hoc renforcés qui actuellement figurent parmi les dispositions nécessaires pour la résolution du conflit en cours entre les deux républiques en conflit. Ces dispositifs visent à réduire des tensions et à instaurer un suivi rigoureux des accusations mutuelles d'agression et de violation du cessez-le-feu signé le 4 août dernier entre la République démocratique du Congo et les Rwandais en Angola. Josué Boumvagato depuis Nord Kivu. Troisième évolution constatée dans le cadre toujours de ce code et des différentes conventions ratifiées dans le cadre du droit des affaires, il y a eu l'affirmation de l'impertinence de séparation des pouvoirs. Désormais, la RDC a en substance reconnu que les actes d'assemblée, tout comme les décisions judiciaires et les comportements des institutions de justice et de l'exécutif, ne seront plus différenciés devant la responsabilité internationale. Et donc, l'État répondra de sa responsabilité lorsque les enfreintes constatées seront d'émanation, par exemple, judiciaire, y compris les décisions rendues ayant été coulées en force de la chose jugée. Quatrième avancée, c'est la reconnaissance de la priorité du juge optionnel et du fort dématérialisé sur les compétences des tribunaux locaux. Je souligne ici, y compris la Cour constitutionnelle, plus précisément la suprématie de l'arbitrage international lorsque celui-ci a été désigné comme mode de règlement de différends relatifs aux investissements qui découlent de l'application du Code congolais des investissements. Et ceci veut que le détachement de ce mode de règlement des conflits mette l'État et tous ces branchements, toutes ces branches plutôt, en position de se soumettre, y compris lorsque ces enfreintes découleraient de ses propres organes comme la justice. Comment ça fonctionne? C'est la deuxième préoccupation que je vais évoquer ici. C'est souvent que sur le chemin d'application réel, l'on rencontre de nombreux obstacles. Quels sont ces obstacles? De temps en temps, nous avons l'illusion de la suprématie de l'État et qui découle souvent de la confusion que les juridictions continuent d'entretenir entre l'État, puissance publique, et l'État commerçant. L'État, puissance publique, souvent ressassé dans le cadre du Code de marché public lorsqu'il jouit toujours de sa prééminence sur les co-contractants privés et des prérogatives qu'on a qualifiées de prérogatives de puissance publique, alors que dans le cadre du Code des investissements, bien évidemment, il ne s'agit pas de l'État puissance publique, il s'agit de l'État commerçant. Deuxième obstacle, c'est l'abus du principe, mal compris et souvent mal appliqué. Le criminel tient le civil en l'État. Et ça, je vais l'illustrer avec un exemple précis, survenu encore actuel.
le procès qui se déroule devant la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukangalonzo. Il porte sur le détournement présumé de deniers publics dans le cadre des entreprises de Boukangalonzo. Et que ces deniers publics, c'est quoi? C'est les apports que l'État congolais aurait placés dans la création de ces entreprises qui sont 3 et qui ont été une association avec un particulier agréé au Code des investissements. Dans ce procès, bien entendu, l'État continue de qualifier ces apports de deniers publics alors qu'effectivement, c'est un État commercial, un État plutôt commerçant, qui a versé ses parts de participation. Et lorsque l'État commerçant verse ses parts de participation et conformément au Code des investissements congolais et qui s'associe à un privé, il renonce au fait des princes et devient un État commerçant parce que d'ailleurs, dans ce contrat de Boukangalonzo, vous allez constater que l'État lui-même, dans l'accord qu'il associe aux partenaires sud-africains, a stipulé qu'il renonçait à sa propre immunité et qu'au point 9 de la convention conclue avec le partenaire, l'État reconnaît qu'il n'acceptait pas n'importe quelle intrusion de ses services publics dans le fonctionnement ou dans le règlement des conflits qui découleraient de la gestion des entreprises de Boukangalonzo. Qu'est-ce qui arrive? Et après, c'est pratiquement l'inverse, je vais y revenir. Troisième obstacle, c'est l'insuffisance et la formation dans le chef de praticiens du droit. Quatrième obstacle, c'est l'intrusion réglementaire. Lorsque je dis intrusion réglementaire, on en a vécu une ici. Lorsque, par exemple, le gouvernement décide d'immuniser les biens des entreprises autrefois publiques devenues des sociétés commerciales, par voie réglementaire, il dit qu'il décrète désormais l'insaisissabilité des biens des entreprises. Et on les appelle encore par une sorte d'inadvertance entreprises publiques. Alors que ces entreprises ont été rendues entreprises privées, plutôt commerciales, pour leur permettre en fait d'être compétitives et d'avoir accès au crédit et de se soumettre au juge. Et lorsque on décrète tantôt que ces biens ne peuvent plus être saisis, c'est-à-dire que d'un seul trait de plume, on a évincé toutes les réformes de ces récentes dernières années et qu'on a mis fin à tous les efforts possibles qui ont eu pour vocation de pouvoir améliorer le climat des affaires. Alors, je prends maintenant les initiatives. Qu'est-ce qui est déjà fait? Chers compatriotes, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. La République démocratique du Congo, pour répondre à l'agression dont elle est victime, essentiellement dans la partie Est, a à ce jour les organes que voici. Premièrement, il y a une task force créée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qu'il pilote lui-même, assisté par son Excellence, Madame la Première ministre. Cette task force vient à côté des efforts militaires et diplomatiques que nous connaissons. Alors, dans cette task force qui organise le front judiciaire international, il y a des sous-organes. Il y a une task force dénommée Task Force Justice Internationale, qui est présidée par le professeur Yvon Mingachan, et où le chef de l'État a mis tous les experts du droit international public de notre pays. Il convoque les réunions assez souvent lui-même, les interroge et donne des idées sur ce qu'il y a lieu de faire pour répondre à cette agression. À côté de la task force, le président de la République a nommé un chargé de mission près la CPI.
c'est le professeur Taylor Lubang. Et lors de la dernière nomination du gouvernement, le président de la République a nommé au sein du gouvernement un vice-ministre qui s'occupe du contentieux international. C'est votre serviteur que je suis. En termes d'initiative, la RDC a déjà réactivé les enquêtes au niveau de la CPI. Vous avez, ensemble avec nous, suivi que le procureur général de la CPI a décidé de revenir en République démocratique du Congo. Cela fait suite aux efforts au niveau de justice internationale entrepris par son Excellence, Monsieur le Président de la République. De même, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été saisie pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime. Cette requête est encore en cours. Nous attendons que l'appel soit fixé, l'affaire soit fixée. Une requête a également été introduite à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est. Et le 26 septembre, vous avez suivi, quand l'affaire a été appelée, nous avons été à Arusha, croiser les fers avec le Rwanda. À part cette affaire-là, le chef de l'État avait aussi engagé un groupe d'avocats qui l'a chargé d'adresser une mise en demeure à la société Apple. Ce n'est qu'un début parce qu'après la société Apple qui fabrique les iPhones, il y aura d'autres opérateurs, d'autres multinationales qui seront saisis. La mise en demeure pour Apple a pour but de demander à Apple, vous utilisez le coltan. Nous vous donnons un délai pour nous dire quelle est la traçabilité du coltan que vous utilisez. Madame la doyenne, dans 5 minutes, je résume. Donnez-nous la traçabilité du coltan que vous utilisez. Parce que c'est connu de tout le monde que le Rwanda n'a pas de coltan dans son sous-sol. Et que toutes ces multinationales qui prennent les coltans et les minéraux de la RDC passent par le Rwanda. Donc il y a une mise en demeure qui a été adressée à Apple et nous attendons sa réponse. Sinon, il s'en suivra une action au niveau de la justice internationale. Parce que le temps nous presse. Je n'irai pas en détail pour les cas que j'ai cités. Je voudrais maintenant finir en 2-3 minutes pour dire quelles initiatives prendre. Et avec beaucoup d'émotion, je recevais vos compliments. Parce que pour le professeur Louis, il m'a rappelé mes premières années, mes premiers pas à la faculté de droit, lorsqu'il m'a plongé dans les livres de droit. Et j'en cherchais des sous évidemment son regard. Il m'a découvert tôt alors que je venais du collège Sacré-Cœur de Kisangani. Il m'a entamé jusqu'en 2e licence. J'ai eu l'orientation de spécialisation en droit public grâce à lui. J'étais né professeur à vous témoigner ma gratitude. Également le professeur Zolobangi, qui m'a dispensé les cours de procédure pénale en 2e année de graduat à l'UPC. Et j'étais surpris une fois dans la salle alors qu'il venait donner son examen, j'avais déjà oublié, et il cita mon nom pour me dispenser de son examen. Pourquoi? Parce que alors qu'il dispensait son cours, j'avais l'habitude de répondre à ces questions. Et je ne savais pas que je l'avais épaté dans une des réponses que j'avais données. Et il avait noté mon nom.
je ne les connaissais pas et ils ne me connaissaient pas. Alors que je m'apprêtais à faire mon examen, il est entré dans la salle, il a cité mon nom, je pensais que j'avais commis une gaffe. Je me lève, le professeur Lozolo me dit, tu peux quitter la salle. Et j'ai fait cote séance tenante, je suis dispensé mon examen. Je tenais également, professeur, à vous réitérer toute ma gratitude. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la faculté du ministère de la Justice est en fait confiée à votre produit. Dans ce que je suis en train d'appliquer aujourd'hui au ministère de la Justice, c'est les résultats de vos enseignements et de votre encadrement. Se porte bien. Parce que tout ce qu'on pouvait imaginer comme initiative à prendre pour lutter contre l'agression dont notre pays est victime est aujourd'hui mise en marche par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le front judiciaire qu'il préside lui-même avec l'assistance de son Excellence Madame la Première Ministre. Dans le front judiciaire actuellement, il y a une task force qui regroupe les experts en droit international public. Il y a un chargé de mission du président de la République, la CPI, et actuellement au sein du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui s'occupe du contentieux international. Le président de la République conçoit les initiatives qui peuvent atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. C'est ainsi que vous avez vu récemment la CPI qui avait arrêté les enquêtes en RDC revenir, mais c'est pour enquêter à partir de 2002 jusqu'aujourd'hui. À côté de cela, il y a la requête de la RDC qui a été introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À part ces deux initiatives, vous avez été témoin que le 26 septembre, il s'est ouvert à Arusha un procès contre le Rwanda. Il va sans dire que le chef de l'État avait aussi engagé des avocats internationaux pour que ceux-ci demandent à la société Apple de donner la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des téléphones. C'est une première parce que maintenant Apple ne saura pas prouver que le coltan utilisé vient du Rwanda. Et il s'en suivra un procès non seulement contre Apple, mais aussi contre beaucoup de multinationales. Contre le Rwanda, nous sommes en train de préparer une requête à introduire à la Cour internationale de justice pour que cette fois-ci, le Rwanda n'échappe pas, qu'il soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Donc, j'ai entretenu les panélistes sur ce qui est déjà fait et ce qui doit encore être fait, mais en tout cas, j'ai insisté sur la clairvoyance du président de la République dans ce secteur-là et il ne ménage aucun effort, aucun moyen pour atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. Maintenant, nous avons demandé aux citoyens lambda, à notre peuple qui vit ces exactions dans sa peau au jour le jour, de donner aussi sa contribution dont nous tiendrons compte. Merci. C'est combien de minutes? Suivi les cas et les résultats sont là. Maître Kabwende a adressé un courrier et tous les autres pour encourager, féliciter la CNDH. Et ici, nous avons même la vice-présidente qui a été, qu'on a ici, qui a suivi ces cas-là.
C'est pour vous dire que peut-être à cause de l'absence de beaucoup de médiatisation sur ces cas, faute de moyens, nous intervenons toujours lorsque nous sommes saisis parce que la CNDH est considérée comme cette institution, maison des droits de l'homme pour tous sans discrimination aucune. Voilà la réponse que je peux donner à notre compatriote avocat qui est là. Merci.